Le voir quand même le film date donc de quelques temps, nous sommes en train de le mettre à jour, mais bon, il vous a donné une idée quand même de notre groupe qui est pas simple à expliquer compte tenu quand même des nombreux métiers que nous avons et des différents marchés. C'est vrai que la problématique Maïsadour, c'est de faire en sorte que nos métiers puissent évoluer de manière harmonieuse. Tout en étant à la pointe de la technologie ou à la pointe des requis que ce métier exige. Et je prenais comme exemple, vous allez vite le comprendre, nous sommes très impliqués dans les semences. Tout à l'heure, vous avez vu, pour ceux qui ont visité l'usine, donc toute une technologie dédiée à la semence. Et bien sûr, nous sommes aussi impliqués dans des programmes de recherche sur des maïs OGM. Je vous rassure de suite, ce n'est pas ici. Donc, si vous avez des boutons demain matin, ce n'est pas parce que vous êtes passé dans l'usine, c'est ailleurs que nous les faisons. Mais néanmoins, nous sommes obligés d'être présents sur ce marché si, à l'étranger, entre autres, on veut être présent commercialement, parce qu'il n'y a qu'en France, quasiment, ou en Autriche, que ce type de produit n'est pas demandé ou pose polémique. Ailleurs, ça... c'est accepté par bon nombre d'agriculteurs. Mais je ne vais pas faire le plaidoyer des OGM. Des OGM d'un côté, des poulets ou des canards label rouge, donc des produits relativement haut de gamme, ce qui fait qu'il nous faut être capable de faire ce grand écart et de pouvoir à la fois faire en sorte que aussi bien les fermiers landais que Delpera ou la Comtesse du Barry puissent évoluer sans souci sur leur marché, être donc, comme le disait François Ravinet, vraiment à l'écoute des clients et pouvoir leur apporter les produits qu'ils souhaitent avoir. Et bien sûr, il est hors de question de parler d'OGM. Et puis également donc, de pouvoir rester dans la compétition internationale, notamment au niveau des maïs. Rapidement, parce que je ne vais pas vous assommer avec la présentation du groupe, si ça veut bien. Voilà, donc notre groupe, c'est deux pôles, un pôle amont, un pôle aval. Donc schématiquement, il y a un certain équilibre dans le chiffre d'affaires. Le pôle amont, on retrouve donc tout ce qui est agricole, donc production chez l'agriculteur, donc aussi bien des productions végétales que des productions animales. L'aval pour nous, c'est la transformation et la commercialisation. Vous voyez, il y a quelques marques qui apparaissent. On y reviendra plus en détail tout à l'heure. Donc autour de 700 millions d'euros de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, le chiffre d'affaires de l'exercice que nous avons clôturé au 30 juin 2013 sera de quasiment 2,5 milliards. Voilà. Les salariés, vous voyez, là il y a une différenciation. 1600 salariés côté agricole, et puis on est au plus près des 3005 aujourd'hui côté aval, donc tout ce qui est transformation. Voilà la production, et bien entendu, tout à l'heure on le disait sur les valeurs de la coopérative, et nous existons, nous, que de par et pour donc, nos 8000 agriculteurs, nos 8000 adhérents, donc, pour qui nous œuvrons tous les jours. Notre rôle, on y reviendra après, c'est très rapidement, c'est la mise en marché de leur production et faire en sorte donc qu'ils puissent avoir un revenu décent de leur travail. C'est ça la mission de la coopérative, avec une chose aussi qui est propre ou vraiment dans nos gènes de coopérateurs, c'est le fait que nous sommes attachés à un territoire. Nous, on n'est ni délocalisable, ni opéable. Personne pourra faire une OPA sur le capital de la coopérative. Il appartient aux 8000 agriculteurs, un petit peu aux salariés aujourd'hui, puisque nous avons ouvert aussi donc, le capital aux salariés. Mais ça, c'est une donnée fondamentale. Donc nous avons un poids économique important, mais nous avons aussi, on considère aussi avoir des devoirs importants dans notre région, puisque quand même on représente un certain enjeu. Alors si ça veut bien marcher, grand principe, vous voyez très vite, c'est de la redite, c'est assurer aux adhérents donc des débouchés à valeur ajoutée. Et maîtriser le pouvoir économique sur la région, ça c'est important aussi, de pouvoir garder quand même notre destin en main.
Bien sûr, la logique de territoire des coopératives, les alliances avec les coopératives du Sud-Ouest. Il est clair que il y a 15 ans ou même 10 ans encore, avec notre principal concurrent qui est Euralis, donc nos amis béarnais, c'était la guerre autrefois, et avec les coopératives d'Urbery et Terre du Sud, Vivadour et j'en passe. Aujourd'hui, on est beaucoup plus coopérants entre nous. Et c'est vrai qu'on est capable de partager des centres de collecte où des adhérents de Ralis vont livrer du maïs chez Maïsadou et vice-versa. Et à la clé, il y a 300 000 euros d'économie. Donc on arrête de se faire la guerre et plutôt de raisonner maintenant en coût d'exploitation, sachant que cet argent-là permet de remonter dans les capitaux et de financer bien sûr le développement et l'essor de notre grande maison. Également, un point que je veux souligner, c'est celui-ci, là, c'est atteindre une taille critique nationale et européenne à moyen terme, parce que pour nous, nous sommes une coopérative bien sûr régionale, mais si on veut continuer à être présent demain, il faut aller voir aussi ailleurs, aller pénétrer de nouveaux marchés, et ce qui est le cas, puisque nous avons maintenant plus de 15% du chiffre d'affaires qui est fait à l'export. On a dans les 400 ou 420 salariés qui travaillent à l'étranger. Alors la plupart sont en contrat local. Mais voilà donc une dynamique toute récente. Mais tout à l'heure à certains je disais que nous avions une usine de semences en Ukraine. Enfin, peut-être que mon collègue Cédric vous en a touché un mot. C'est pas pour faire revenir des semences à bas coût sur le territoire français et le proposer à nos agriculteurs, non. C'est pour proposer ces semences donc aux agriculteurs de toute la CEI. Et on va jusque CEI, plus Europe de l'Est aujourd'hui, la Grèce, la Turquie, et bien sûr la vieille Europe sur laquelle nous sommes présents. Voilà, donc ça c'est les chiffres 2012. 2013, donc c'est 1 milliard, quasiment 1,5 milliard. Donc 12 millions, ça c'était l'année dernière, d'euros de chiffre d'affaires. Cette année, ce sera, c'est pas complètement arrêté, mais ce sera moindre. Nous sommes à ce jour 5700 salariés. Là, l'effectif a accru de manière importante. Ouais, je vous disais 15, j'étais en deçà, c'est 17% du chiffre à l'international, 6% de l'effectif à l'international, 16 filiales à l'étranger et nous gérons une vingtaine de nationalités. Voilà. Juste un petit focus sur la gouvernance de la coopérative. C'est un petit schéma qui va être très explicite. Ce sont des hommes, et essentiellement des hommes. C'est 8000 agriculteurs. Ça, c'est le fondement de la coopérative. Si ça veut bien avancer. Donc, ces 8000 agriculteurs, et comment ça fonctionne? Tous les ans, ils élisent à l'assemblée de section. C'est bientôt, là, à partir du mois de novembre, nous allons avoir donc, ces assemblées. Vont élire des représentants. Donc, 120 délégués, que nous appelons donc délégués de section, qui, eux, vont aller à l'Assemblée générale de la coopérative. Donc ces 120 personnes approuveront les comptes, donneront quitus aux administrateurs et éliront donc des membres qui composent le conseil d'administration. À ce jour, c'est 23 membres. Il y a un représentant des associés non coopérateurs, c'est les salariés actionnaires de la coopérative, mais actionnaires, j'y mets les guillemets bien entendu, et nous avons également 2 élus du comité d'entreprise qui assistent au conseil, alors non pas avec voix délibérative, mais vraiment avec un droit d'interpellation du conseil ou du comité de direction sur les choix et les orientations qui sont prises. Voilà. Et nous avons donc un bureau de 8 membres, ce bureau, c'est là où, avec le comité de direction, nous analysons les projets. Tout à l'heure, François parlait de l'heure que le CODIR doit consacrer à qu'est-ce qu'on peut faire demain, où aller, que proposer à nos clients. C'est un peu cette instance-là où nous, on propose des projets. Nos élus
et vice-présidents également ont des idées, proposent, ça benchmark, on mutualise et il sort donc des projets sur lesquels que nous portons au conseil d'administration qui valide et puis après nous mettons les salariés nous mettons en œuvre. Et ça j'aime bien le signaler parce que notre président qui est Michel Prug aujourd'hui, et d'ailleurs j'ai omis de vous présenter ses excuses, ainsi que mon directeur général Thierry Blandinière, donc qui sont à un séminaire des 15 plus grosses COP de France. Ils sont donc tous les ans, et les 15 plus grosses COP se réunissent donc en séminaire, ça tombe maintenant. Voilà, donc ils ne pouvaient pas être présents. Mais j'aime bien souligner quand même le fait qu'une coopérative, eh bien, tous les ans, et je vous assure, ce n'est pas une gageure, le président remet son mandat en jeu. Ça veut dire que là, nous avons l'Assemblée le 3 décembre, le conseil d'administration, les 23 membres vont se réunir donc ce sera le 6 ou le 7, et le doyen d'âge va présider la séance, l'ouverture de la séance, et va demander qui est candidat. Et donc, cette année encore, ce ne sera pas un scoop, Michel Prug sera candidat, et je pense qu'à l'unanimité, il sera réélu. Donc c'est vrai que depuis 1936, nous sommes à notre 6e président, donc ça montre quand même une certaine pérennité dans la gouvernance, et je dirais là, à titre personnel, mais j'ai des collègues cadres ici aussi, heureusement, mais l'année dernière, il y a une COP, une très grosse COP, qui à l'AG, bien sûr, a eu le même rituel, donc le doyen d'âge qui est candidat. 2 doigts se lèvent, et c'est pas celui qui croyait être élu qui a été élu. C'est l'autre. Il y a eu un putsch. Comme quoi, donc le patron, il est obligé de tenir compte de l'avis de son conseil, et je dirais, et de sa base, parce que ça peut changer très vite. Si un jour il y a un trop fort décalage donc, de vue stratégique ou de choix, ou d'erreurs, qui deviennent insupportables, ça ne peut pas durer. Et ça ne durera pas, et ça ira très vite. Contrairement à une société capitalistique, c'est quand il n'y a plus de rond que généralement les décisions difficiles se prennent. C'est ça là, une des spécificités de la coopérative. Bon, je passe rapidement sur ce que fait le bureau. Je vous en ai touché un mot, le conseil également. Ça définit et arrête la stratégie du groupe, discute et valide les projets présentés. Participe aux commissions techniques, bon ça c'est de l'organisation interne. Également nous avons des commissions avec des administrateurs et des salariés, donc commission communication, commission céréales, commission aliments, commission magasin, semences, enfin par métier nous avons donc des hommes de l'art et également donc des représentants des agriculteurs qui analysent les projets là aussi dans le détail, rentrent vraiment dans le cœur des métiers. Bon, les 120 délégués, je vous le disais. Ça aussi, c'est quand même un schéma qui me plaît à présenter. C'est un modèle économique à part entière, donc un groupe coopératif. Et nous, notre schéma, c'est l'amont-aval, comme je vous le présentais tout à l'heure, avec un chiffre d'affaires donc, relativement équilibré. Et cette année encore, l'exercice là que nous avons clôturé, on retrouvera à peu près la parité des chiffres d'affaires. Donc on voit bien que l'agricole dont nous sommes issus, c'est notre origine, donc représenté par les céréales, la fourniture des semences, les légumes, la couvage, la nutrition animale, les productions animales, et c'est bien notre cœur de métier, a passé un pas, est allé vers la transformation. Donc cette transformation, c'est le pôle agroalimentaire avec donc, la gastronomie du Sud-Ouest, les fermiers du Sud-Ouest. On va aller voir un petit peu plus loin les marques. On est vraiment dans un schéma où, ça vous pouvez le mesurer à travers le schéma précédent, voilà, envers les agriculteurs. Pendant très longtemps, mais je dirais presque pendant 50 ans, la coopérative s'est occupée de produire, donc produire du maïs, produire de l'aliment éventuellement, donc premier niveau de transformation. Mais on n'est jamais allé jusqu'à où on produisait des poulets, mais dans les élevages. Mais ensuite, l'abattage et la commercialisation, donc aller au marché, être au contact des clients. Et le premier saut, ça a été en 1993,
quand la coopérative Les Fermiers Landais a connu de très graves problèmes financiers, mais ils étaient en cessation de paiement et le Crédit Agricole avait coupé les robinets. Donc nous avions une grosse part de nos adhérents qui produisaient du maïs, qui étaient également adhérents et qui allaient se retrouver en grave difficulté. C'est là où nous avons mis la première fois le pas dans la transformation. Et il a fallu, c'est pas tout de produire les plus beaux poulets du monde. Je rappelle encore ce que disait François, ça me parle beaucoup, son discours, c'est il faut être capable de les vendre. Et la difficulté en 93, c'est qu'on avait les plus beaux poulets des Landes, à 2 kg, 2 kg 2, vous savez, là, ces poulets qu'on aimait bien autrefois dans les maisons, ouais, ben, on n'avait pas tenu compte ici, chez nous, que le citoyen ou le citadin, ben, lui, il lui fallait un poulet d'1 kg 2. 1,3 kg maximum, parce qu'on ne mange pas du poulet pendant les 4 jours qui suivent le dimanche. Voilà. Et alors, il a fallu faire passer le message à tous nos agriculteurs pour qu'ils disent, vous arrêtez de produire des poulets aussi gros, et il faut les produire plus petits. Mais vous savez, ça a été une bataille. Hein. Il a fallu de pédagogie, mais de salive, et beaucoup s'impliquer. Aujourd'hui, le message passe plus facilement. On a fait la preuve que ça marchait. Les fermiers landais fonctionnent bien. Ils sont très reconnus sur leur marché. Donc il n'y a pas de souci. On a fait la preuve que s'adapter aux besoins du client, ben, c'était une condition sine qua non de survie pour la coopérative. Nous avons fait pareil avec le foie gras il y a quelques années, et aujourd'hui on est dans une dynamique de développement. Vous avez peut-être vu sur la presse, et puisque nous sommes rentrés sur le marché du poisson, alors on m'a dit oui, mais qu'est-ce que vous allez foutre dans le poisson? C'est bien loin des préoccupations de l'agriculteur de Chalosse qui lui se contente d'élever ses canards et de produire un peu de maïs. C'est que pour vendre du foie gras, parce que le problème du foie gras, c'est 70% va se vendre maintenant, en fin d'année. C'est un produit festif. Et désaisonnalisé est très difficile. Donc Thierry Loignière, il a senti ça dès qu'il est arrivé, il y a une dizaine d'années, en disant voilà, on est trop en danger. Si on se rate une saison, on prend une gamelle monumentale. Donc il faut être davantage présent dans les rayons. Premier élément, donc, ça a été le jambon. Donc des opportunités ont fait que nous sommes rentrés dans le jambon. Jambon de Bayonne, aujourd'hui nous commercialisons à peu près 60%, 70% du jambon de Bayonne. Donc on est un gros opérateur sur le marché. Nous sommes partis sur les plats cuisinés, là de manière un peu plus modeste, parce qu'aujourd'hui le marché des plats cuisinés est en net recul, plus l'affaire Spanghero, croyez-moi que ça n'a pas fait du bien à ce segment de produits. Ça a été moins de 30% de baisse, on a pris une sacrée gamelle. Donc là on est en repli, et pour être toujours sur les linéaires, nous avons le jambon et maintenant nous aurons donc le poisson. Alors le poisson avec donc le saumon, on a acheté donc une saumonnerie il y a 9 mois donc en Auvergne, et là nous venons de reprendre en partenariat avec Aqualand les viviers de France. Donc Vivier de France, c'est une entreprise qui est installée à Castets, qui produit de la truite et du poisson et des crevettes, et également donc une entreprise du côté d'Étretat, qui s'appelle Le Dain Pêcheur d'Islande, donc qui fait aussi du poisson et des crevettes, parce que nous voulons exister vraiment de manière significative. Petite parenthèse, nous sommes en frontal avec l'abbayerie, et dans ce modèle économique, ils font du foie gras, ils font des plats cuisinés, ils font du poisson. Aujourd'hui, ils étaient les seuls, et après il y avait tout une myriade de petites entreprises qui avaient des difficultés à exister. D'ailleurs, aujourd'hui, nous, là, les deux que je vous citais, on les a rachetés à la barre du tribunal, celle d'Étretat et celle de l'Auvergne, était en vente parce que le prix du saumon a pris 70%, la grande distribution, dont la matière première a pris 70%, la grande distribution n'a pas voulu passer les prix, et le différentiel de marge, c'est pour le transformateur. Ils n'ont pas su, financièrement, ils ne sont pas arrivés. Donc nous sommes arrivés, et nous, en massifiant donc, les productions, nous pensons pouvoir donc passer le cap. Voilà. Je vais aller très vite maintenant. Donc ça c'est notre groupe. Alors en 7 ans, vous voyez, en 2003-2004, nous étions à 543 millions d'euros de chiffre d'affaires, avec donc une répartition
de notre portefeuille. Donc aujourd'hui, alors considérez que maintenant c'est 1,5 milliard, quoi, pour faire simple. Et alors, ces petits bémols quand même à cette satisfaction, parce qu'on pourrait dire il roule les mécaniques celui-là, et chez Maïsadour c'est l'euphorie. Je vous parlais tout à l'heure que mon président et mon directeur général sont à un séminaire donc, qui s'appelle Promocop, qui réunit la vingtaine de grosses coopératives en France. En 2003-2004, nous étions 15e groupe coopératif français. Aujourd'hui, donc, nous sommes toujours 15e groupe coopératif français. Et pourtant, on a multiplié par 3 notre chiffre d'affaires. Ce que veut dire ce que nous avons fait, nous, on a fait que c'est tarif syndical. Les autres ont fait pareil. On est dans une dynamique qui n'est pas originale. Donc, vu des landes, 1,5 milliard, on dit, mais putain, c'est le géant, le mastodonte, la chape, enfin bon, je vous passe tous les qualificatifs dont on nous affuble. Mais bon, on assume notre statut. Mais nous sommes dans un trend vraiment, je dirais, quasi normal, quoi. Donc, c'est pas un exploit. Je dirais, l'exploit, c'est de l'avoir fait. Mais c'est tout. Il n'y a pas de gloire énorme à en tirer, sauf l'avoir fait. Donc ça, c'est les enjeux 2012-2013, enfin, ça date un petit peu, mais juste pour signaler que je vais juste changer les dates 2013-2014, et ça sera encore vrai pour l'exercice prochain. Hein. Donc, bien sûr, c'est consolider nos activités, améliorer la rentabilité. Ça, c'est bien sûr très important, parce qu'une coopérative, c'est un compte d'exploitation, un bilan comme n'importe quelle entreprise, comme celle du CAC 40. Ouais. Et si en bas, c'est en rouge, c'est en rouge. Et là, les banquiers ils commencent à vous regarder d'un mauvais œil. Donc, financer notre développement, ça passe uniquement que par de bons résultats. Et les deux pôles vraiment sur lesquels nous mettons aujourd'hui un coup d'accélérateur, c'est l'innovation et l'international. Donc innovation, on va le retrouver à plusieurs niveaux dans nos métiers, donc innovation produit, mais également innovation, on est sur des projets de biomasse, sur des projets de techniques culturales très particulières, parce qu'on réfléchit aussi à ce qu'il y ait une agriculture qui soit toujours plus raisonnée, toujours plus propre. Et croyez-moi qu'il y a on n'est pas des bons communicants, là, parce qu'on reste discret sur ce que nous faisons, et pourtant on fait énormément de choses. Tous les emballages de produits phytosanitaires qu'utilisent nos agriculteurs, nous les récupérons, ensuite on les vend pas. On paye pour qu'on nous les enlève, donc auprès de structures qui sont équipées pour éliminer ce type de produit. Beaucoup d'actions. Et puis, bien sûr, ça c'est le credo de Thierry Bladinière, nous différencier, monter en gamme avec donc, les marques leaders, donc Delpera, Comtesse du Barry, Saint-Sevé, et je pense que voilà. Donc le pôle amont, je parlais tout à l'heure du pôle amont, quelques images pour le visualiser, céréales, agrofournitures, les productions animales, nous c'est essentiellement des poulets et des canards. Nous sommes bien sûr un des spécialistes de l'accouvage. Ça me fait penser que je vous parlerai des filières après. Les semences, production de légumes, asperges, carottes, maïs doux. On fait aussi des petits pois, des haricots verts pour donc Bonduel et le groupe belge Ardo. De l'alimentation animale, puis également on produit des bâtiments pour nos éleveurs. Et l'aval, donc ça c'est les produits, ce que vous pouvez trouver dans les supermarchés, avec nos principales marques. Donc là vous avez Comtesse du Barry, Salaison pyrénéenne, Delpera donc avec le foie gras. Nous sommes présents sur le caviar aujourd'hui. Donc on parle de recherche et développement. On a pris une participation dans une structure qui se situe à Neuvic sur l'île, donc en Dordogne. Et c'est une personne qui a mis toutes ses économies, tous ses biens dans la recherche pour produire, pour faire en sorte que les saumons, les esturgeons, pardon, ils puissent extraire le caviar des esturgeons sans les tuer. Parce qu'aujourd'hui, on tue l'esturgeon. Voilà. Donc nous sommes partenaires et nous croyons
en ce projet. Donc nous le soutenons et on espère bien qu'à terme, et d'ailleurs vous savez que le caviar d'Aquitaine va avoir une place prépondérante sur le marché mondial du caviar. Tout à fait. Tout à fait. Les Russes sont en chute, sans compter tous les problèmes sanitaires qu'ils rencontrent. Les pays traditionnels comme l'Iran et autres du Moyen-Orient sont aussi à la peine pour d'autres raisons politiques et de désorganisation d'infrastructures. L'Aquitaine est en train de retrouver des lettres de noblesse sur ce produit-là. Les jardineries, puisque nous avons quand même 40 magasins à l'enseigne Gambert ou Maïsadour. Et puis, et enfin, les poulets de Saint-Sevé, poulets du Gers et poulets du Périgord. Voilà. Et le vin, il n'y a pas de rapprochement possible avec le milieu viticole? Nous sommes, alors aujourd'hui, nous proposons, parce que nous sommes implantés dans l'Ibournais principalement, donc on a quand même là, je sais pas, on doit avoir dans les 300 à 400 clients, donc y compris des châteaux, donc que des viticulteurs, mais nous proposons tous les produits pour la vigne. Mais nous ne sommes pas impliqués dans la vinification. Donc, et nous avons aujourd'hui noué un partenariat avec une structure locale qui s'appelle Univitis. Et on imagine, ça fait partie de l'innovation, peut-être il y aura peut-être une bouteille d'Elpera un de ces jours, mais qui ne sera pas destiné, qui sera destiné au marché chinois. Voilà. Les Chinois veulent du vin, ils veulent qu'il y ait écrit Bordeaux. Ils sont prêts alors du Bordeaux à 3 euros, bien entendu, qui vont revendre 50 euros chez eux. Ils ont une longueur d'avance parce qu'ils achètent toutes les propriétés viticoles. Oui, mais mais les coûts de production, c'est les Antilles quand même. Non, mais pour dire, voilà. Mais nous faisons des tests et il y a une très forte demande à ce niveau-là. Voilà. Donc, le Brésil. Le poulet, non, le Brésil, non, pas du tout. Non, nous produisons les poulets d'ici, les seuls les vendre. Bon, la problématique dont parlait François tout à l'heure sur le Finistère, qui sont sinistrés, il faut savoir quand même que c'est Doux, un des plus gros faiseurs de volailles du Finistère, qui est parti s'installer au Brésil. Et voilà, et qui là-bas... partie de la génétique et de la façon. Tout à fait, a fondu les... Mais oui, parce de toute façon, en génétique mondiale, il n'y a pas 50 faiseurs. Et c'est sûr que vous faites bien de le dire, parce que je pense que je n'ai pas le slide là-dessus. La façon, il n'y a pas... Non, c'est pas ça. Mais parce que j'ai voulu être court, donc j'avais un slide, je pensais l'avoir là, sur la notion de filière. Ce que je voulais, ça aussi, c'est la spécificité, peut-être la principale spécificité de Maïsadour, c'est que nous avons donc des produits qui sont construits en filière. Je vais prendre l'exemple du poulet. Nous avons donc des couvoirs où on fait éclore des poussins. La génétique donc, est préparée par la Sasso, et pour les canards, la Cépal. Sasso qui est installée à Sap, donc entreprise de génétique alors peu connue dans les Landes, mais qui a quand même un rayonnement, par contre, un rayonnement international en termes de génétique. Donc on maîtrise la souche donc, du Counu. Enfin, je passe rapidement, en plus je vais me faire reprendre certainement donc, par le spécialiste. Nous avons la sélection, nous maîtrisons la production de poussins, nous maîtrisons donc l'élevage du poulet, puisque notre éleveur, enfin l'éleveur adhérent à la coopérative, eh bien, produit le poulet que nous lui avons confié. L'aliment que consommera le poulet vient de chez nous. Cet aliment, donc, il est fabriqué avec du maïs collecté donc, chez nos agriculteurs, maïs qui est contrôlé en termes de qualité, en termes d'OGM, on peut dire, c'est des poulets 100% sud-ouest. Les tourteaux de soja, puisqu'il y a quelques additifs il y a 80, l'aliment je dirais, parce qu'il y a Jean-Pierre qui est là, tu viendras après.
Si, 2 minutes. Donc Jean-Pierre Bretous, qui est directeur commercial de notre société d'aliments. Donc on peut considérer que c'est que du végétal pour nourrir le poulet. Et ensuite, dans ce poulet, une fois qu'il a atteint ses 92 jours, enfin ça dépend des part dans un abattoir qui est le nôtre, à Saint-Sevé. Là, le poulet est abattu, préparé, et il est commercialisé, donc il part en grande surface. Quand on retrouve un poulet de Saint-Sevé à Paris, et que un client, on va dire, à cause du poulet que j'ai mangé hier soir, on est capable de retrouver donc d'où vient le poulet, de quel abattoir, de quel client, ce qu'il a mangé, parce que nous gardons donc des échantillons de l'aliment avec lequel nous avons nourri la bande. On garde l'échantillon pendant 6 mois. Et on peut remonter donc jusqu'à l'œuf et la ferme de ponte. Donc on garantit la traçabilité totale du poulet. Alors c'est vrai que souvent on n'en parle pas, enfin, moi j'aime bien insister sur ça parce que il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui soient capables de proposer donc une filière aussi organisée et aussi complète. Voilà, donc alors tout ça et malheureusement ce gage de qualité, et je dirais presque de sécurité, parce que là on ne peut pas tricher, mais c'est un peu difficile à valoriser ensuite auprès de chez Monsieur Leclerc ou Auchan ou autre. Là, c'est une autre... Aussi, parce que ce que vous pouvez rajouter, c'est que le premier label rouge qui a été créé en 62, c'est le poulet couillon. Tout à fait. Voilà. Alors, voilà, 62, donc premier label rouge et premier label tout court est né dans les Landes. Voilà, la démarche, donc cette démarche qualité, elle date pas d'aujourd'hui, elle est vraiment ancrée chez nos agriculteurs. Voilà, bon, très rapidement, voilà, donc aujourd'hui c'est 5700 salariés, dont le budget formation là, cette année il sera de 75% de la masse salariale. Donc nous investissons tous les ans, ça c'est pour le groupe. Donc, et nous avons accueilli 480 stagiaires, donc qu'ils soient à l'école, université ou autre. Donc ça fait quasiment 10% de l'effectif. Je pense que nous jouons le jeu. À noter, et je vais en terminer là-dessus, je vais demander à Jean-Pierre, viens Jean-Pierre, Xavier, venez, je ne vais pas faire venir tout le monde, mais venez, approchez-vous rapidement. Donc, oui, alors, s'ils sont présents, c'est qu'ils ont fait le parcours. Donc, venez, approchez-vous. Voilà. Donc, là, je regarde, j'ai fait une petite statistique rapide tout à l'heure. Depuis 10 ans, donc, ce sont 17 salariés qui sont passés donc, par le processus MCR ou ICG. En voici 2 représentants. Allez, je vous laisse dire 2 mots sur ce que tu as vécu et ce que tu fais aujourd'hui. Je te laisse te présenter quand même. D'accord. Bon, Il y a de beaux parcours quand même. Vas-y. effectivement, j'ai fait ce parcours il y a une dizaine d'années. C'était le MCR. Et je crois d'ailleurs dans la maison, dans le groupe, là, j'étais un des premiers à l'avoir fait. Et il y a eu deux points forts dans le... Je fais ça en direct. Hein. Il y a eu 2 points forts dans ce dossier-là. C'est qu'on a appris vraiment, je dirais, notre métier de cadre, hein, de manager un centre de profit avec toutes les strates que cela comporte, hein, à la fois de la comptabilité, du social, des ressources humaines, du commercial, etc. Donc on avait surfé sur la plupart de la vague. Et l'autre point fort aussi, mais c'est un reflet à ce qui a été dit ce soir, on a fait aussi des visites de toutes les entreprises qu'avaient des stagiaires. Quoi. Bon, on était 8 corporations différentes et on a visité les entreprises avec des questions, des forums, c'était très intéressant. Voilà. De la diversité et de la richesse. Absolument. Et juste un mot, il y a 10 ans, tu vendais combien de tonnes d'aliments? Voilà, d'accord. Alors, il y a 10 ans, le groupe faisait 160 000 tonnes d'aliments. Tu en vends combien aujourd'hui? Aujourd'hui, on culmine à 735 000. Voilà. Voilà. Et il a su accompagner le développement, puisqu'il est toujours directeur commercial de la société. À l'époque, il y avait 4 commerciaux, on a 60 aujourd'hui. Voilà, notre investissement dans le groupe JCG, MCR, voilà, Merci. a été amplement... alors, Xavier, c'est notre parcours, mais... Alors Xavier Gastebajac, je suis responsable de la commercialisation du groupe Maïsadour pour les céréales. Donc moi c'est tout frais, je sors de la promotion l'année dernière,
donc au printemps. Donc d'ailleurs, je remercie François pour la qualité de toutes les sessions IFG. Bon, c'était un parcours MCR, donc c'était très très enrichissant. Bon, voilà, je ne vais pas développer, je crois qu'il est déjà assez tard et le verre de l'amitié n'est pas loin, je crois, en général. Hein. On a beaucoup parlé de troisième mi-temps ici. On s'arrêtera au verre de l'amitié, ça suffira. Mais sinon, pour revenir sur l'activité, aujourd'hui, la collecte du groupe Maïs Adour, c'est quasiment 1 million de tonnes, surtout du maïs. Il y a une dizaine d'années, c'était, on va dire, 600 000 tonnes. Et donc, il y a une progression assez importante, ce qui prouve aussi la fidélité de nos adhérents, mais aussi notre adaptation en termes de politique commerciale pour bien acheter les maïs à nos adhérents et nos clients agriculteurs. Et on a su se diversifier puisqu'on vend sur nos débouchés internes, les usines d'aliments, sur le marché espagnol où on est très présent, et aussi sur le débouché portuaire, donc par les ports de Bayonne et Bordeaux. Donc je salue Gérald, directeur du port de Maïsica Bayonne, qui est un grand partenaire du groupe Maïs Adour pour la commercialisation des céréales. Voilà. Bien, merci à vous deux. On va les applaudir. Ouais. Et puis, il y en a également 4 autres dans la salle. Je vais conclure. Vous voyez donc la saga, on sent quand même de la motivation dans mes collègues. Je crois que la progression du groupe, on a vu tout à l'heure des chiffres, enfin, avec des croissances importantes, mais elles ne sont dues qu'à une chose, et c'est ces hommes. Et je pense que si on ne capitalise pas à certains moments, on ne sait pas faire grandir aussi les jeunes pousses dans l'entreprise, si on n'est pas capable d'accorder un peu de confiance, et de permettre aussi de s'ouvrir sur le monde qui bouge très vite, et c'est râpé. Je crois que nous, ce challenge-là, je pense que nous le réussissons, et moi en tant que DRH et DIRCOM du groupe, ma mission c'est surtout de perpétrer ce mouvement et de donner cet élan et cette envie de continuer d'aller de l'avant. Voilà, merci. Je vais en rester là et je vous propose de passer un petit cocktail donc dans la pièce à côté.